explose à ce moment-là. Donc ça montre à quel point c'est profond aujourd'hui dans la société. Donc face à cette logique-là de publicité, il y a beaucoup de démarches qui se développent un peu partout en Europe. Il y a des démarches de ce qu'on appelle des débousonneurs, de gens qui enlèvent de publicité pour mettre d'autres messages à la place. Il y a des démarches de barbouilleurs, c'est-à-dire de gens qui vont confronter légalement la publicité, parce qu'il faut savoir que la publicité, vu comment elle est causée dans les villes aujourd'hui, elle est en grande partie illégale. On a des législations qui le plus souvent réglementent la publicité à des formats de 50 cm par 70 cm. C'est le cas en France, mais c'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe. Mais c'est pas respecté. Pourquoi? Parce que les collectivités territoriales en profitent aussi, ils reçoivent de l'argent pour ces publicités-là. Donc aujourd'hui, ces collectifs-là, de désobéissance civile, vont détruire des publicités, sans entraîner en justice, et en justice, ils vont défendre leur légitime droit de réponse à une agression illégitime, puisqu'illégale. Donc c'est des démarches qui se développent un peu partout, c'est des démarches de résistance. Après, dans des démarches qu'on peut développer d'un point de vue légal, il y a justement le respect de la loi, le respect de ce type de format de publicité, la limitation des publicités au kilomètre carré, selon la densité dans une ville. Donc ça concerne la lutte de l'idéologie dominante sur le consumérisme. On pourra la développer dans le débat. Un autre pilier essentiel, c'est celui du changement de la matrice énergétique. Donc évidemment, il y a une partie liée au consumérisme, puisque le premier combat qu'on doit faire par rapport à la question énergétique est celui de la sobriété énergétique. Donc ça, on le développera encore une fois dans le débat. Mais il y a une autre donnée très objective, c'est que depuis l'année dernière, on est arrivé au pic pétrolier. C'est-à-dire que les réserves en combustible fossile sont limitées, on est dans une planète où ils sont limités, et l'exploitation, elle est arrivée à un maximum, et avec la raréfication de ces ressources-là, on a de moins en moins de production d'énergie fossile vers le futur, et cette énergie-là, elle durera pendant quelques décennies. Ça, c'est un fait objectif. Ça veut dire qu'on est dans l'obligation de faire un changement de matrice énergétique, quoi qu'il arrive. Ça, c'est en dehors des engagements qu'on a pour le changement climatique. C'est une donnée objective. On sait aussi que l'énergie nucléaire n'est pas une alternative. Encore une fois, en dehors des engagements par rapport aux déchets nucléaires et en dehors des risques d'accident, ce n'est pas un remplacement. Tous les experts concordent pour dire que de toute façon, d'ici à l'horizon 2050, l'énergie nucléaire ne pourra pas être plus de 8%, représenter plus de 8% de la production énergétique. Donc de toute façon, ce ne sera pas une réponse. Ça, c'est pour le côté objectif. Maintenant, sur l'analyse du côté des risques, évidemment, les énergies fossiles, avec le gaz à effet de serre, on ne peut pas continuer de cette façon-là. On doit trouver des réponses à moyen terme. Peut-être à court terme, on a des réponses des éoliennes, on a des réponses d'énergie hydraulique, géothermique. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas encore suffisant. On doit mettre en place une planification énergétique. C'est-à-dire, on doit mettre en place une planification du changement de la matrice énergétique. Concernant le nucléaire, c'est exactement la même chose. En dehors de nos objectifs, on doit prendre en compte d'un côté le risque de déchets nucléaires. Donc, c'est pas pour répondre à la question des effets de serre qu'on va produire des déchets nucléaires. Et on doit prendre en compte les dangers que ça implique des centrales nucléaires. On l'a vu avec ce qui s'est passé à Fukushima. Donc ça doit être mis dans un débat populaire, dans un débat où ça doit être mis soumis à la décision du peuple. Il y a des questions aussi qui se posent sur les gaz de schiste qui sont beaucoup exploités aux États-Unis, qui commencent à vouloir être exploités aujourd'hui en Europe. On doit lutter pour l'interdiction de ce mode d'exploitation également, parce que ce n'est pas une réponse. Encore une fois, les gaz de schiste vont alimenter des gaz à effet de serre, ils vont polluer énormément d'eau. Donc ce n'est pas une réponse à une crise écologique, c'est une réponse à une partie de remplacement des énergies fossiles, mais ce n'est pas une réponse à la crise écologique. Dans ce sens, la seule méthode est celle de la planification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de la France, si on dit demain on éteint les centrales nucléaires, ce n'est pas tenable, ce n'est pas crédible, et ça ne remplacera jamais une énergie qui est nécessaire pour une vie digne. Par contre, si on dit on planifie à moyen terme la sortie des centrales nucléaires, c'est un impératif qui est posé à la gauche. Dire demain en France, par exemple avec le poids de l'énergie nucléaire dans la production d'énergie, demain
demain, 14 juillet, on va l'éteindre, c'est pas possible. Mais dire on entame aujourd'hui la planification pour en sortir d'ici 10 ans, c'est envisageable, il faut le construire. C'est des termes, c'est des choses qu'il faut construire en tenant compte plusieurs facteurs. Le premier des facteurs, c'est les capacités de renouveler, d'avoir des énergies renouvelables qui puissent remplacer cette énergie-là. Et l'autre facteur est le facteur tout simplement social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une reconversion d'une maîtrise énergétique implique une reconversion aussi professionnelle des gens qui travaillent. Pour ça, moi j'aime bien toujours regarder la question de l'autre sens. Aujourd'hui, si on observe les conditions de travail des gens qui sont employés dans ces centrales nucléaires-là, déjà, de par la privatisation et la sous-traitance du travail, c'est des conditions qui ne sont pas bonnes au niveau de la santé. Et même dans le cas où on pourrait nationaliser et rendre public ce service-là, il y a des études qui montrent que les stress liés au travail près des matériaux radioactifs chez les travailleurs provoquent aussi des dommages dans la santé. Donc moi j'aime bien regarder de cet autre sens-là. Il y a un impératif aussi social à sortir de ce genre de système-là. C'est très important. Mais tout ça, ça ne peut être fait que dans une planification. Ça, on doit être responsable dans ce cas-là. C'est une planification énergétique dont on en a besoin. On en discutera s'il faut tout à l'heure dans le débat. Et le dernier pilier dont on voulait parler, c'était la relocalisation de l'économie. On s'en dit et on parlera un peu plus en détail. Il y a deux choses très importantes à voir. Il y a la question du transport de marchandises, tout simplement. Aujourd'hui, on se retrouve à acheter chez nous, je ne sais pas, je regarde la France, moi je suis équatorien, c'est pas pour ça que je vais être heureux en France acheter des oranges qui viennent d'Équateur. C'est un désastre écologique qui vient du simple fait de la mondialisation qui cherche à mettre en concurrence des travailleurs avec des coûts moins chers dans des pays du Sud que dans des pays du Nord. Des coûts qui d'ailleurs impliquent l'exploitation salariale, l'exploitation des travailleurs. Donc c'est la première raison de la relocalisation, c'est la lutte écologique et sociale. Mais une fois qu'on a posé cet impératif de relocalisation de l'économie, il y a plusieurs questions qui en découlent. Il y a celle de la souveraineté alimentaire, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas que la question écologique qui est posée quand on dit on emmène des oranges d'Équateur. Il y a aussi la question de demain, quand il y en aura moins d'essence et on pourra moins la acheminer, comment les pays auront la capacité de se reconvertir et garantir la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, des pays développés comme la France n'est pas souverain alimentairement. Aujourd'hui, c'est un vrai risque pour des pays du Sud qui se retrouvent spécialisés économiquement. Je prends l'exemple du Nicaragua avec qui j'ai beaucoup travaillé. On a des zones au Nicaragua où ils produisaient du maïs, un seul type de maïs d'exportation pendant des années, jusqu'à cause des spéculations, à cause des maïs transgéniques Monsanto. Leur type de maïs s'est totalement effondré. Le prix de leur type de maïs, ils se sont retrouvés à ne plus pouvoir, eux, avec cet argent-là, acheter de quoi manger et à ne pas avoir la capacité de produire localement de la nourriture. Donc il se pose cette question de la souveraineté alimentaire. Heureusement, il y a le Front sandiniste de Libération nationale qui est en train de travailler beaucoup dans ce sens-là. Il y a beaucoup de progrès qui se font. On en parlera si on a le temps dans le débat. Mais c'est une question essentielle, cette souveraineté alimentaire, qui va se poser aussi dans la relocalisation de l'économie. Également, on parlera de ça plus en détail. Il y a une autre question qui est posée quand on parle de relocalisation, c'est celle des déplacements aussi humains, les déplacements subis. Aujourd'hui, on est dans une logique de spécialisation du territoire qui crée des cités dortoirs d'un côté, des cités où on va travailler d'un autre côté. Non seulement il y a un gros impact écologique de par le transport, puisque évidemment c'est pas les transports en commun qui sont véhiculés par les publicités, mais c'est la voiture individuelle. C'est vers ça qu'on nous pousse à y aller. Donc on doit combattre d'un côté ces déplacements subis et les modes de déplacement qui ne doivent pas être évidemment individuels, mais qui doivent aller vers un déplacement collectif. Donc toutes ces questions-là sont posées par la relocalisation de l'économie, qui est un des enjeux essentiels dans la lutte écologique. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut dire là-dessus, et après je passerai la parole, c'est la question de la réindustrialisation. C'est là où on aura un grand clivage avec les grands tenants de l'écologie libérale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écologie libérale, il essaie de nous dire
pourquoi pas nous convertir nous dans une société de services, une société relocalisée les services. Effectivement, peut-être au niveau local, il y a une relocalisation de l'économie, les gens vont peut-être travailler plus près de chez eux, mais tout ce qui est la souveraineté alimentaire, tout ce qui est le transport de marchandises, n'est pas du tout pris en compte. Et ça, c'est un clivage très fort qu'on voit entre les tenants de l'écologie libérale et une vraie écologie qui va au fond du problème, une écologie politique de gauche. Juste pour passer la parole, je fais une petite conclusion pour passer la parole à Guillermo sur un côté plus précis, justement plus concret sur la question de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'un critère de résilience. La résilience, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vient de l'analyse biologique des écosystèmes. C'est la capacité d'un écosystème à s'adapter aux changements externes qui lui sont imposés. Aujourd'hui, c'est un des facteurs qu'on doit voir dans nos sociétés, c'est-à-dire comment une ville, quelle est la résilience d'une ville, comment une ville pourra s'adapter au changement climatique, comment une ville pourra s'adapter aux pics pétroliers, comment une ville est capable d'assurer sa souveraineté alimentaire selon ces contraintes-là. Donc toute cette résilience-là, c'est un des facteurs qu'on doit analyser. Et encore une fois, en Nicaragua, j'ai trouvé un discours très intéressant là-dessus, où il disait le premier des facteurs de cette résilience-là, ça ne mesure même pas d'un point de vue écologique de comment on se déplace dans une ville, ça ne mesure pas sur le transport de marchandises, d'où viennent les marchandises desquelles on se nourrit, par exemple, dans une ville. Le premier des facteurs de cette résilience-là, c'est la capacité d'une société de s'organiser collectivement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir en compte. C'est avec cette capacité-là qu'on pourra créer des coopératives industrielles localement. C'est avec cette capacité-là qu'on pourra créer des coopératives de maintien de l'agriculture paysanne localement pour créer des circuits courts. Et c'est encore une fois la meilleure preuve de l'implication de la lutte sociale avec la lutte écologique. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire en gros pour lancer le débat. Il y a juste une dernière chose. Il faut qu'on regarde dans l'Amérique latine. Il y a des notions comme le buen vivir qui est essentiel, et c'est là-dessus que je vais finir. Je me souviens d'un discours de Correa, le président équatorien, au moment, c'était l'anniversaire de la mort du Che Guevara, où il avait été interviewé par Télésource. Il a dit quelque chose de très intéressant, où il disait, nous, aujourd'hui, la volonté des peuples sud-américains, ce n'est pas de vivre mieux pour les critères que vous utilisez vous dans votre monde capitaliste, c'est de vivre dignement dans notre monde socialiste. Donc voilà, dans notre monde socialiste et respectueux de la nature. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on doit aujourd'hui comprendre l'écologie, c'est-à-dire le respect de la nature par un changement de système. Bueno, pues buenas tardes. ¿Se oye? Vous nous entendez? Oui. Buenas tardes, me llamo Guillermo, soy del Partido Comunista de España. Bonsoir, je suis Guillermo, je suis du Parti Communiste Español. Y cuando se confirmó que Tommaso no podía venir, me pidieron que explicara un poco un proyecto de trabajo de construir un movimiento unitario para trabajar por, podríamos decir, la soberanía alimentaria en el trabajo. Et quand on a su que Tommaso ne pouvait pas venir, on m'a demandé d'intervenir pour montrer ce que pouvait faire un mouvement unitaire sur les questions de souveraineté alimentaire. Vous m'excuserez si je fais des fautes en traduisant, c'est pas mon métier.